deux policiers ont traîné un latino silencieux dans la salle d'audience. Ils se sont moqués de son nom, ont ridiculisé son silence, jusqu'à ce qu'il dépose un badge des affaires intérieures fédérales sur le banc du juge et bouleverse toute la salle d'audience. L'huissier leva à peine les yeux lorsqu'il appela Eduardo Herrera. Un murmure étouffé parcourut la salle d'audience, mais personne ne bougea. Puis, du dernier rang, un grand latino rasé de près, vêtu d'un costume gris froissé, se leva et descendit calmement l'allée centrale. Il avançait sans hâte, chaque pas mesuré et réfléchi. Pas d'avocat. Pas de mallette. Pas d'entourage. Juste lui. Deux officiers en uniforme assis à l'arrière se penchaient l'un vers l'autre. C'est lui, murmura l'un d'eux. Forcément. Regardez-le. Probablement un de ces faux citoyens souverains. Il va dire au juge que la loi ne s'applique pas à lui. L'autre étouffa un rire. Tu sais combien de fois j'ai entendu ces conneries. Ils rirent juste assez fort pour attirer quelques regards. Eduardo ne broncha pas. Son visage resta immobile, trop immobile, presque indéchiffrable, comme celui d'un homme ayant déjà vécu ce moment précis. Le juge, un homme blanc d'un certain âge aux cheveux clairsemés et peignés sur le côté, et à la voix digne d'une station de radio locale, ajusta ses lunettes et regarda le dossier devant lui. Senor Herrera, dit-il en tournant une page. Vous êtes accusé de non-respect d'un contrôle légal. C'est exact, répondit calmement Eduardo. C'est ce que dit le rapport. Et vous n'avez pas de représentation légale aujourd'hui? Je n'en ai pas besoin. D'autres rires s'élevèrent à l'arrière. Le juge jeta un coup d'œil au policier, mais ne dit rien. L'atmosphère de la salle d'audience s'est resserrée, pas suffisamment pour briser le moment, mais suffisamment pour que tout le monde le ressente. Très bien, a poursuivi le juge. Il semble que ce soit une infraction mineure. Nous serons brefs. Monsieur Herrera, avez-vous quelque chose à ajouter avant de poursuivre? Eduardo s'avança lentement. Il fouilla dans son manteau. L'un des officiers à l'arrière se leva légèrement, sa main se dirigeant vers son étui. Eduardo marqua une pause, puis sortit un badge fin et plastifié et le posa délicatement sur le bord du banc du juge. Je m'appelle Eduardo de Herrera, dit-il d'un ton ferme et posé. Directeur des affaires internes du FBI. La pièce devint complètement silencieuse. Au début, le juge ne scia même pas. Il fixa simplement le badge. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. L'officier qui avait commencé à se lever s'assit brusquement, la mâchoire entr'ouverte. Son partenaire fixait Eduardo comme s'il venait de voir quelqu'un traverser un mur. Il est du FBI, a finalement déclaré le juge. Eduardo ne bougea pas. Affaires intérieures. Je supervise les enquêtes sur les fautes professionnelles dans toute la région du Sud-Est, y compris les services locaux qui désactivent leurs caméras corporelles lors des contrôles routiers. On entendait des papiers froissés, une toux, une mouche volée. Le juge s'éclaircit alors la gorge et se renversa lentement sur sa chaise. Pourriez-vous entrer dans mon cabinet un instant, monsieur Herrera? Eduardo secoua la tête. Je préférerais que tout reste enregistré. Une transparence totale. L'un des policiers s'est levé, la voix basse et à peine audible. Nous ne savions pas qui il était. Eduardo se tourna vers eux, sans agressivité, juste en les regardant. Observant. Tu n'as pas demandé, répondit-il. Mais ce silence ne dura pas longtemps. Car derrière les portes closes et les bouches ouvertes, l'information circule vite. Et cette fois, elle a atteint le sommet. Il était un peu plus de 22h30 lorsqu'Eduardo quitta l'autoroute 83 près de Laredo, au Texas. Il avait passé la journée sur la route, visitant de petits services le long de la frontière, des services marqués par des rapports irréguliers, des registres de recours à la force incohérents et, plus récemment, un nombre alarmant de caméras corporelles défectueuses. Sa voiture de location était une simple Toyota Camry argentée. Discrète. Sans prétention. Choisie délibérément. Eduardo ne se montrait pas. Il préférait observer en silence. Cette nuit-là, il se dirigeait vers un petit motel sur le boulevard Rio Grande lorsque des lumières rouges et bleues clignotantes sont apparues derrière lui. Il soupira, ralentit et s'arrêta. Dans le rétroviseur, deux policiers sortirent. Tous deux blancs, la trentaine. L'un d'eux, le crâne rasé, tenait déjà une lampe torche. Ils ne se sont pas approchés lentement. Le chauve frappa à la vitre du conducteur. Sans hésitation. Permis et immatriculation.
Eduardo baissa la vitre à moitié. Pourquoi cet arrêt, officier? Permis. Immatriculation, répéta l'agent, plus sèchement cette fois. Vous n'avez pas utilisé votre clignotant lors du dernier changement de voie. Eduardo jeta un coup d'œil à la caméra embarquée dans son rétroviseur. J'en suis presque sûr. Vous avez quelque chose à cacher, demanda le deuxième officier, apparaissant du côté passager. Non, répondit calmement Eduardo. Mais j'aimerais savoir s'il s'agit d'un contrôle routier ou d'un interrogatoire. Cela ne s'est pas bien passé. L'officier chauve se pencha. Tu me fais une tête? Sortez du véhicule. Je n'ai rien refusé. J'ai posé une question. Dehors. Tout de suite. Eduardo ne bougea pas. Il tendit sa carte d'identité. Eduardo Herrera. Aucune mention du FBI. Juste un permis de conduire local et en règle de San Antonio, au Texas. Pourtant, il n'était pas satisfait. Où vas-tu? Demanda l'officier. Je ne peux pas le dire. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Eduardo le regarda droit dans les yeux. Protocole fédéral. C'est tout ce qu'il a fallu. Cette seule phrase a fait basculer un interrupteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hurla l'officier. Tu te crois au-dessus des lois. Eduardo n'a pas répondu. Le deuxième agent ouvrit la portière passager. Sortez de la voiture. Tout de suite. Eduardo parlait à voix basse. Cet arrêt n'est plus légal. Mais il s'en fichait. Les deux policiers l'ont arraché de la voiture. Il n'a pas résisté. Ils lui ont quand même tordu le bras et l'ont plaqué au sol, les genoux dans le dos. Un policier a juré bruyamment. L'autre a qualifié l'incident de « manquement à l'ordre ». Eduardo n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il fixait le gravier sous sa joue, mémorisant chaque mot qu'il disait. Aucun des deux officiers n'avait réalisé qu'Eduardo avait discrètement activé un petit enregistreur audio dans la poche de son manteau dès que ses lumières avaient clignoté. C'était devenu une seconde nature. Une habitude née de l'expérience. Sachant comment ces choses se passent généralement pour les hommes qui lui ressemblent, surtout dans le sud du Texas. Au moment où ils l'ont traîné au poste local, ils avaient déjà rédigé un rapport précipité affirmant qu'il avait été verbalement agressif et avait refusé d'indiquer sa destination. Aucune mention de leur propre question. Aucune trace de l'usage excessif de la force. Aucune vidéo de caméra corporelle. Quand Eduardo a demandé le numéro de badge de l'agent qui l'avait arrêté, la seule réponse a été un regard froid et une remarque sarcastique. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout le temps de poser des questions au tribunal. Il a été détenu toute la nuit dans une cellule de détention sans appel téléphonique, sans superviseur, juste un couloir sombre résonnant de lumière vacillante et du sourire suffisant d'un officier qui pensait avoir le dernier mot. Mais ce n'était pas le dernier mot. Même pas proche. Parce que la salle d'audience dans laquelle ils l'ont traîné le lendemain matin n'était pas seulement un lieu de mise en accusation. C'est là que le véritable procès, le procès commencerait. Le silence ne s'est pas limité à la salle d'audience après qu'Eduardo eut présenté ses papiers du FBI au juge. Il s'est épaissi. Personne ne bougea. Les sourires narquois du dernier rang avaient disparu. L'officier chauve resta assis, raide, ses yeux passant d'Eduardo à l'insigne comme s'il avait vu un fantôme. Le juge s'éclaircit la gorge, même si sa voix avait perdu sa fermeté d'antan. « Monsieur Herrera, prétendez-vous être du FBI » Eduardo ne scia pas. « Je ne prétends pas. Je le suis. » Il a de nouveau pointé la carte d'identité. Vous pouvez vérifier le numéro de badge auprès du bureau du directeur Miguel Castillo ou de l'inspecteur général à Washington. L'une des greffières, Margaret, une femme dotée de 30 ans d'expérience judiciaire et d'un sixième sens pour le théâtre, se leva lentement. « Votre honneur, dit-elle, souhaitez-vous que je passe cet appel » Le juge répondit presque trop vite, « Oui. »« S'il vous plaît. » Eduardo s'écarta, leur laissant de l'espace. Toute la salle d'audience était figée, les yeux fixés sur la scène. Même un petit enfant dans la galerie avait arrêté de bouger. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. L'un des policiers, celui qui avait sorti Eduardo de la voiture, murmura, hors de question. Ce type bluffe. L'autre officier s'est penché plus près, murmurant dans sa barbe. Ce badge a l'air authentique. Cette carte d'identité a l'air authentique. Si c'est vrai, alors on est foutu.
Eduardo entendit chaque mot, mais ne dit rien. Ses yeux restèrent rivés sur le juge, qui semblait maintenant plus petit derrière son imposant banc. L'employé est revenu 5 minutes plus tard, tenant un petit bloc-notes et se mâchant l'intérieur de la joue. Confirmé, dit-elle d'un ton neutre, sans même jeter un coup d'œil aux officiers. Il est du FBI. Affaires internes, division sud-est. Il travaille pour eux depuis 27 ans. Son grade est correct. Le silence se fit à nouveau. Mais cette fois, le silence n'était pas moqueur, c'était de la honte. La honte se reflétait dans le regard fuyant du juge, dans la respiration saccadée de l'agent, chez le procureur qui, soudain, n'avait plus rien à dire. Eduardo a finalement parlé. « Je ne suis pas venu ici pour faire une scène, dit-il d'une voix calme et égale. Je ne suis même pas venu ici pour déposer une plainte. J'étais en mission confidentielle, parcourant les services en cours d'examen. Je n'ai pas présenté mes qualifications volontairement, car je n'y étais pas obligé. J'ai remis mon permis, je suis resté calme et j'ai respecté la loi. » Sa voix ne s'éleva pas, mais elle remplit la pièce comme le tonnerre. J'ai été agressé, jeté à terre, détenu pendant des heures sans motif. Mes droits ont été bafoués, mais j'ai documenté chaque mot. Je sais exactement quelles procédures ont été violées. Le juge s'est penché en arrière sur sa chaise, les mains fermement jointes. Monsieur Herrera, je ne suis pas là pour tes excuses, interrompit Eduardo fermement. Je suis ici pour demander l'abandon immédiat des charges et la mise en congé administratif temporaire des 2 policiers. Avec effet immédiat, dans l'attente des résultats de l'enquête fédérale. Le procureur a ouvert la bouche, mais le juge a levé la main. Accordé. Les 2 officiers semblaient stupéfaits. Tu nous suces pas, comme ça, cria presque le chauve. Le juge n'a rien dit. Eduardo se tourna pour leur faire face directement. Il ne s'agit pas de moi, a-t-il déclaré. Il s'agit de toutes les personnes que vous avez traitées comme si elles n'avaient aucune importance, de tous les citoyens qui n'avaient pas de badge à présenter. J'en ai un. Il marqua une pause, puis ajouta avec une puissance tranquille. Et pourtant, j'ai fini face contre terre. L'un des officiers s'est avancé. Écoute, on ne savait pas qui tu étais, d'accord? Si on avait. Eduardo leva la main pour l'arrêter. C'est ça le problème. Mais il n'avait pas fini. Loin de là. Le badge a peut-être fait taire la salle, mais la vérité était toujours enfouie sous la paperasse, les mensonges et les images de caméras corporelles manquantes. La salle d'audience se vida rapidement, la galerie se dispersant comme s'ils venaient d'être témoins d'une explosion radioactive. Les 2 policiers s'attardèrent près de la sortie, le visage pâle et impassible, sans chercher leur téléphone ni dire un mot. Ils restèrent là, paralysés par la prise de conscience que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Dehors, l'épaisse humidité d'un matin texan imprégnait tout. Eduardo ne s'attarda pas. Il se dirigea droit vers sa voiture de location, s'installa au volant et, enfin, laissa échapper un long soupir contrôlé. Il ne prenait aucun plaisir à ces moments-là. Il n'y trouvait aucune satisfaction. Juste du poids. Parce que cela signifiait que quelqu'un avait encore échoué. Pendant ce temps, dans un petit bureau de shérif au bout de la rue, le shérif Robert Mackenzie était assis derrière son bureau lorsque l'appel est arrivé. FBI, répéta-t-il, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille. Son assistante, Carmen Valdez, se tenait silencieusement près de la porte, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Elle avait vu le rapport d'arrestation. Quelque chose ne lui avait jamais semblé normal. « Oui, monsieur », répondit la voix au bout du fil. Eduardo Herrera. Affaires intérieures. Robert se frotta le front. Vous me dites que 2 de mes hommes ont arrêté un enquêteur fédéral et l'ont traîné devant le tribunal sans même vérifier ses références? Oui, monsieur. Il raccrocha violemment le téléphone et regarda Carmen. Pourquoi diable personne ne m'a dit qu'il était du FBI? Elle haussa un sourcil. Peut-être parce qu'il n'a pas été traité comme tel. De retour au tribunal, le juge a tenu une réunion privée à huis clos. Pas d'enregistreur, pas de transcription, juste des murmures, des visages rouges et une panique grandissante face à ce que la presse pourrait bientôt révéler. Pendant ce temps, Eduardo était déjà au motel, assis sur son lit, son ordinateur portable ouvert et une ligne sécurisée en marche. La voix à l'autre bout du fil était calme mais directe. « Est-ce que ça va? »« Je vais bien », répondit Eduardo. « Mais eux, non. Quelle est la situation? »
Il a tout expliqué, l'arrêt, l'agression, les caméras corporelles qui ne se sont jamais activées, la détention de nuit. La voix soupira. Est-ce le premier rapport de ce département? Non. Nous en avons eu 3 autres au cours des 18 derniers mois. Toutes les plaintes ont été retirées. Un plaignant a déménagé hors de l'État. Alors, officialisons la situation. Commençons l'inspection. Eduardo hocha la tête, même si l'autre homme ne pouvait pas le voir. Tu veux que je garde le silence? Pas plus. Plus tard le même jour, l'agent Curtis Thompson le chauve tenta de limiter les dégâts. Il se présenta au poste, s'efforçant d'avoir l'air décontracté, mais tout le monde remarqua le changement. Sa démarche faussement décontractée. Sa façon d'éviter le regard de Carmen. Il a frappé à la porte du shérif. Tu as 1 minute? Robert n'a pas levé les yeux. Il vaut mieux que ce soit rapide. Écoute, je ne savais pas qui c'était. Si j'avais. Je m'en fiche qu'il soit concierge ou fantôme, coupa Robert. Tu lui as donné une chance de s'expliquer, et tu l'as quand même fait venir comme un voyou des rues. Curtis entra. J'ai paniqué. Il était vague. Il a commencé à parler de protocoles fédéraux. On a déjà vu de fausses cartes d'identité, des types se faisant passer pour des fédéraux. Robert le regarda fixement. Et quand il t'a donné un vrai permis, tu l'as simplement ignoré? Curtis ne répondit pas. Robert se pencha en avant. Comprenez-vous ce qui se passe si le ministère de la Justice envoie une équipe ici? Curtis baissa les yeux. Carmen, qui était entrée en pleine conversation, croisa les bras. Tu n'as pas juste fait une erreur. Tu nous as tous mis sur le radar. Et peut-être, dit-elle d'une voix plus dure, c'est peut-être exactement notre place. Curtis avait l'air stupéfait. Tu es sérieux? J'en ai assez de lire des rapports qui ne correspondent pas aux enregistrements des caméras corporelles. J'en ai assez de voir des gens sortir d'ici plus brisés qu'à leur arrivée. Robert ne dit rien. Il resta assis là, la mâchoire serrée, le téléphone à la main, comptant en silence les choses qui allaient éclater. Mais s'il pensait que le pire était passé, il n'avait pas vu le fichier qu'Eduardo venait d'ouvrir sur son ordinateur portable. Une liste de noms, de dates et de signaux d'alarme remontant à des années. Eduardo était assis à la réception du motel, les doigts glissant sur le clavier, les yeux rivés au sol, clignant à peine des yeux. Il ne travaillait pas sous l'effet de l'émotion et il le faisait rarement. L'émotion obscurcit le processus. Au lieu de cela, il construisait une chronologie. Il savait déjà ce qui allait suivre. Il l'avait vu trop souvent. Le déni. Les excuses. Les soudaines pannes techniques. Il a cliqué sur le portail officiel du département et a soumis une demande officielle pour obtenir les images de la caméra corporelle de la nuit de son arrestation, marquées d'horodatage spécifique et rédigées avec une précision professionnelle. Il n'a même pas eu à attendre 1 heure. La réponse est venue rapidement, sèche et défensive. Nous avons le regret de vous informer que les images de la caméra corporelle de l'incident du 14 mai ne sont pas disponibles en raison d'un dysfonctionnement technique. Ils examinaient actuellement les journaux de maintenance pour déterminer la source de la panne. Eduardo se pencha en arrière et expira brièvement par le nez. Pas un soupir, juste la confirmation d'une tendance, une nouvelle tache rouge dans un dossier qui s'épaississait d'heure en heure. Il a appelé le responsable régional des preuves au DOG et a demandé une vérification croisée du logiciel de la caméra corporelle du département. 10 minutes plus tard, il avait ce qu'il cherchait. Ils ont eu 6 échecs au cours des 10 derniers mois, a déclaré l'analyste en consultant un rapport. Toujours lors de contrôles impliquant des conducteurs latinos ou noirs. Jamais lors d'exercices d'entraînement ou d'infractions routières impliquant des automobilistes blancs. Eduardo n'a pas réagi. Il s'est contenté d'écrire. Au sein du service, la tension montait. L'agent Thompson était assis à son bureau, les yeux rivés sur son écran comme si le poids de ses pensées risquait de le faire s'effondrer. En face de lui, Carmen fouillait dans les archives de rapports, en ressortant des dossiers restés inutilisés depuis des années. Elle a cliqué sur le 1er décembre. Un jeune homme, à 3 pâtés de maison de chez lui, avait affirmé avoir été maltraité et avait porté plainte. La caméra corporelle était tombée en panne. Puis une autre, la même histoire. Et une autre encore. Ses yeux se sont plissés. Il pensait vraiment que personne ne le remarquerait, murmura-t-elle. À l'arrière du département, le technicien informatique, un gars nommé Kevin,
qui restait généralement discret, a reçu un message discret via le système de chat interne. Et, regarde les enregistrements des caméras du 14 mai, affaire Herrera. Qui a accédé aux fichiers avant leur disparition? Kevin hésita. Il n'aimait pas se retrouver mêlé à ce genre de bêtises, mais la curiosité l'emporta sur l'inconfort. Il tapa quelques lignes, effectua une recherche et vit la réponse presque instantanément. Thompson. Pas une seule fois, mais 2 fois. 2 heures après l'arrestation, puis le lendemain matin. Les entrées ont été supprimées. L'indicateur de révision a été ignoré. Kevin fixa l'écran un long moment, puis imprima le journal et le glissa dans une enveloppe. Il ne l'envoya pas électroniquement. Il le porta directement au bureau de Carmen le même. Elle l'ouvrit. Sa mâchoire se serra. « Merci », dit-elle doucement. Kevin ne répondit pas. Il fit demi-tour et partit sans un mot. Au moment où Eduardo est entré dans le service le lendemain matin, portant le même costume et portant un petit dossier en papier craft, l'agent de la réception avait l'air d'avoir vu un ouragan sous forme humaine. « Agent Herrera », balbutia l'homme, « nous ne vous attendions pas. » « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, » répondit Eduardo. « Je suis là pour confirmer des tendances. » Il se dirigea droit vers le service des opérations sans attendre la permission. Les gens s'écartèrent. Il frappa une fois à la porte du bureau du shérif et entra. Robert leva les yeux, clairement épuisé. « Je suppose que vous avez reçu notre email. » Eduardo a placé le dossier sur le bureau. « J'ai aussi obtenu les relevés d'accès, » a-t-il dit. Quelqu'un s'est introduit dans le système et a supprimé manuellement les enregistrements des caméras corporelles après l'arrestation, avant l'audience. Devinez qui? Robert s'est frotté les yeux. Nous étudions la question. Non, répondit Eduardo, calme mais ferme. Tu ne le es pas. Moi, si. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Je vous suggère de préparer l'insigne et l'arme de service de l'agent Thompson d'ici la fin de la journée. Les affaires internes seront sur place cette semaine. Robert n'a pas discuté. Il n'a même pas levé la tête. Mais en entrant dans le couloir, Eduardo comprit que Thompson n'était pas le seul à avoir laissé des empreintes. Et cette inspection ne concernait plus seulement cette nuit-là. Elle concernait tout ce qu'ils avaient tenté d'enterrer. Mercredi matin, 2 suburbans noirs sont arrivés sur le parking arrière du commissariat du comté de Webb. Pas de sirène. Pas de tapage. Juste une présence silencieuse et délibérée. Eduardo sortit le premier. Il était rejoint par 2 agents de Washington, Grace Mendoza, une stratège en conformité au regard d'acier, et Nathan Cole, un expert en criminalistique numérique qui ne parlait que lorsque c'était absolument nécessaire. Ils n'étaient pas là pour faire du bruit. Ils étaient là pour retourner chaque pierre. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Les officiers, autrefois bombés, observaient maintenant en silence derrière leurs écrans. Robert Msekeni avait à peine dormi. Les seuls à pouvoir s'exprimer pleinement étaient Eduardo et son équipe. Grace s'est emparé de la salle des archives, demandant des dossiers disciplinaires, des données d'interception routière, des évaluations du personnel et des rapports d'IA ou tout ce qui comportait une trace écrite. Nathan a disparu dans la salle des serveurs avec Kevin, qui lui a donné accès sans hésiter. Eduardo était assis avec Carmen dans un petit bureau au fond. Son ordinateur portable était ouvert, des dizaines de fenêtres remplies de vieux rapports. Son expression était tendue, concentrée. Ils se ressemblent tous, a-t-elle dit. Contrôle, accusation d'agression, caméras éteintes, rapport vague, aucun suivi. Eduardo hocha lentement la tête. Il ne s'agit pas d'une mauvaise décision. C'est une question de culture, ce qui est ignoré, ce qui est caché, ce que tout le monde apprend à qualifier de normal. Elle tourna son écran vers lui. Ici en mai dernier. Un homme, après le travail, dit qu'on lui a ordonné de sortir de sa voiture sans raison, pas de contravention, pas d'arrestation. Mais le rapport indique qu'il n'a pas obtempéré. Eduardo l'a scanné. Toujours la même langue. Au bout du couloir, Grace entra dans le bureau de Robert sans frapper. J'ai besoin de la documentation de formation de votre service sur l'usage de la force, le protocole d'escalade et la politique relative aux caméras corporelles. Robert semblait vouloir protester, mais il s'en abstint. Il désigna une armoire. Tout est là. Prends ce dont tu as besoin. Grace ouvrit les tiroirs, feuilleta les documents et soupira. C'est dépassé depuis 4 ans.
Robert n'a rien dit. Pendant ce temps, Nathan travaillait rapidement. Les fichiers étaient clonés, les enregistrements des caméras extraits et les images supprimées reconstituées à partir de systèmes de sauvegarde dont les agents ignoraient l'existence. Lorsqu'il a trouvé 2 vidéos marquées comme incomplètes, il les a immédiatement signalées. L'une d'elles comportait du son. Il provenait d'une voiture de patrouille, il ne durait qu'1 minute, mais c'était suffisant. « Tu as quelque chose ?» demanda Eduardo tandis que Nathan lui tendait les écouteurs. Eduardo écoutait attentivement. Le clip était granuleux, mais clair. « Où vas-tu ? » ?»« Je ne peux pas le dire. »« Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. » »« Protocole fédéral. »« Tu penses être au-dessus des lois. » Une porte s'ouvrit brusquement. Un mouvement. Du gravier racla. Un grognement. Eduardo leva les yeux. C'est assez. Il entra directement dans le bureau de Robert, où Grace était encore en train d'examiner des dossiers. Nous émettons une suspension de conformité, a déclaré Eduardo. Aucun agent de ce service ne doit intervenir sur le terrain tant que l'examen n'est pas terminé. Robert se pencha en avant, la voix basse. Vous nous fermez temporairement. Eduardo répondit. Vous assurez le fonctionnement du dispatching. Uniquement en cas d'urgence. Mais à compter d'aujourd'hui, votre service est sous tutelle fédérale. Robert expira par le nez. Tu sais ce que ça va nous faire ? Eduardo n'a pas bronché. Tu sais ce que ça a fait de ne pas l'avoir déjà fait ? La porte se referma derrière lui alors qu'il sortait. En bas, les officiers évitaient son regard, même ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. Carmen le rencontra en bas des escaliers. J'ai consulté les registres de plainte, a-t-elle déclaré. Il y a une tendance dans les refus. La plupart des signalements ont été jugés infondés sans même un seul entretien. Eduardo haussa un sourcil. Qui les a signés ? Elle lui tendit la liste. Le nom de Curtis Thompson réapparut à plusieurs reprises. Il plia le papier, le glissa dans la poche de son manteau et se tourna vers la sortie. Bon travail, lui dit-il. Elle avait l'air presque surprise. Tu crois que quelque chose va changer ? Eduardo s'arrêta à la porte. Cela dépend. Mais le changement ne dépendait pas seulement de la paperasse. Cela dépendait de ce que les gens feraient une fois que tout serait révélé. Et à la fin de la semaine, ils seraient obligés de faire face à tout cela. Vendredi matin, l'histoire s'était déjà répandue au-delà des marches du palais de justice. Les chaînes d'information locales ont été les premières à en parler, avec de petits segments, principalement des spéculations. Un agent du FBI arrêté au mauvais arrêt. Puis est arrivé le clip vidéo granuleux du micro de patrouille. Difficile à voir, mais indubitable. Et enfin, la voix off, protocole fédéral. Cette phrase résonnait dans les salons de coiffure et les halls d'église. Ce n'était plus seulement une ligne, c'était devenu une question. Que s'est-il réellement passé au café Frontra ? Dans un restaurant du centre-ville, un groupe d'hommes âgés se penchait sur des tasses à café et parlait à voix basse. Je vous le dis, ils ont arrêté cet homme sans raison. Ils pensaient que c'était juste un autre type qu'ils pouvaient effrayer. Eh bien, s'il n'a pas montré de pièce d'identité. Il l'a fait. Son permis était vierge. Et pourtant. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un. Peu importe qui c'est. De l'autre côté de la ville, dans un petit centre communautaire sur Jefferson Avenue, un groupe de parents s'est réuni de manière informelle après l'école. Ils étaient fatigués. Fatigués de prévenir leurs enfants de ce qu'ils doivent dire, de la manière dont ils doivent agir, s'ils étaient arrêtés un jour. Fatigués d'expliquer que le respect ne vous protège pas toujours. Ce soir-là, une réunion municipale a été convoquée au pied levé. La salle était pleine. Les gens sont arrivés tendus, certains en colère, d'autres confus, d'autres encore cherchant simplement des réponses. Le maire, un homme blanc d'un certain âge nommé Harold Mitchell, s'est avancé sur le podium avec des mains tremblantes. Nous sommes au courant de l'enquête. Nous coopérons avec les autorités fédérales et nous apporterons des changements. Une femme à l'arrière s'est levée. Son nom était Rosa Morale. Son fils avait déposé une plainte il y a 2 ans, mais elle n'avait abouti à rien. Vous rouvrez tous ces vieux dossiers, demanda-t-elle d'une voix ferme. Nous les examinons, répondit Harold. Non, dit-elle. Ne révise pas Agi. Des applaudissements dispersés ont éclaté, discrets mais réels. Eduardo se tenait à l'arrière, les bras croisés.
Il n'était pas là pour parler. Il voulait écouter. Carmen arriva à mi-chemin et se glissa à côté de lui. « Je ne pensais pas qu'autant de gens viendraient, » murmura-t-elle. « Ils viennent toujours, » répondit Eduardo. « Quand ils cesseront d'avoir peur du silence. » Un par un, les gens ont pris le micro. Un adolescent a raconté comment on l'avait empêché de rentrer chez lui après un entraînement de football. Une mère célibataire a raconté avoir été arrêtée 2 fois en une semaine et on lui a demandé si la voiture était vraiment la sienne. Un homme âgé a partagé une histoire que personne n'avait entendue auparavant, comment, en 1989, il a été arrêté, menotté, puis relâché. Sans un mot. Juste parce que. Aucune de ces histoires n'avait jamais fait la une des journaux. Mais ce soir, la salle écoutait. Puis, de manière inattendue, le shérif Robert s'est approché du micro. La pièce devint silencieuse. Il avait l'air plus vieux que d'habitude, ou peut-être simplement exposé. « Je suis dans les forces de l'ordre depuis 31 ans, a-t-il commencé. Et je mentirais si je disais que je n'ai pas déçu certains d'entre vous. » Il s'arrêta. J'ai regardé directement Eduardo. Nous ne savions pas qui était Monsieur Herrera. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous ne nous soucions pas de savoir qui il était. Aucun d'entre vous. C'est de ma faute. Il y eut des murmures. Quelques hochements de tête. Nous rouvrons les plaintes rejetées, a-t-il poursuivi. Nous travaillerons sous la surveillance fédérale. Et quiconque est impliqué dans ce modèle sera tenu responsable. Moi y compris. Une femme près du front a crié. Les mots ne coûtent rien. Robert hocha la tête. Alors tiens-moi contre eux. Eduardo n'a rien dit. Mais Carmen le regarda. Tu le crois? Je crois à la pièce, répondit Eduardo. Après la réunion, les gens sont restés dehors en groupe. Ce n'était pas fini, loin de là. Mais quelque chose s'était fissuré. Et une fois ouvert, il ne peut plus être ignoré. Mais la responsabilité ne signifie rien sans conséquence. Et Eduardo a eu une dernière réunion pour s'assurer que cette partie ne serait pas oubliée. Lundi matin, Eduardo montait les marches de l'hôtel de ville, un dossier dans une main, un petit café dans l'autre. Il avait prévu une séance à huis clos avec le maire Mitchell. Mais quand il est arrivé, 2 autres étaient déjà à l'intérieur. Carmen Valdez est désormais officiellement réaffectée au poste d'agent de liaison de surveillance fédérale du ministère. Et Grace Mendoza, assise à côté d'elle, tenant son propre dossier. Le maire leva les yeux quand Eduardo entra. « Je ne m'attendais pas à autant de visiteurs, » dit-il avec un sourire timide. Eduardo ne lui a pas souri en retour. Il ouvrit son dossier et le posa sur la table. « Ce sont les conclusions préliminaires, » a-t-il déclaré. 5 violations confirmées de la politique du département. 3 rapports falsifiés. 2 incidents de falsification de caméras corporelles. Et une tentative active d'entraver une enquête fédérale. Les mains de Mitchell se tendirent légèrement. Il recommande des poursuites. Eduardo ne répondit pas. Il regarda Grace, qui fit un signe de tête subtil. Nous recommandons un audit complet du personnel, a déclaré Grace. Entre en vigueur immédiatement. Et le renvoi de l'officier Curtis Thompson. Mitchell expira. Vous me demandez de licencier l'un de nos agents de patrouille les plus anciens. Nous vous demandons de restaurer la confiance dans un système qui est en panne depuis trop longtemps, a déclaré Eduardo. Carmen se pencha en avant. Et nous vous demandons de faire un choix. Protéger un homme qui a enterré les plaintes et falsifié les rapports. Ou soutenez la communauté qui vient d'exiger un changement. Mitchell regarda la table. Pour une fois, il n'y avait pas de sortie facile. Aucun communiqué de presse ne pourrait résoudre ce problème. Aucune suspension silencieuse ne saurait satisfaire ce qui a été dit à voix haute, en public, officiellement. Finalement, il hocha la tête. Je délivrerai la lettre de licenciement aujourd'hui. Eduardo ferma son dossier et se leva. Nous surveillerons la conformité. Toute manipulation ou retard supplémentaire est directement transmis au bureau central. La réunion s'est terminée dans le silence. Mais le poids de cette situation persistait. Quand Eduardo est sorti, il n'est pas allé directement à sa voiture. Au lieu de cela, il a traversé la place voisine. Les gens étaient dehors, certains faisaient du shopping, d'autres étaient simplement assis sur des bancs, faisant comme si c'était une journée normale. Dans un coin, il a vu un petit groupe de lycéens.
L'un d'eux, un garçon portant un sweat à capuche bleue, fit un petit signe de tête à Eduardo. Juste un signe de tête. Mais différent de ceux qu'il avait vus auparavant. Celui-ci était reconnu. Respect. Pas de peur. Eduardo hocha la tête en retour et continua à marcher. De retour au département, l'agent Thompson a été appelé dans le bureau de Robert. Aucune explication. Pas de débat. Juste un avis imprimé, signé par le maire, portant la mention « en vigueur immédiatement ». Thompson n'a pas crié. Je n'ai pas discuté. Il a simplement regardé le papier. Puis il est allé chez Robert. Alors c'est tout? Robert leva les yeux. Tu penses que ça ne devrait pas l'être? La voix de Thompson se brisa. J'ai fait ce que je pensais être juste. Tu ne le savais pas. Tu t'en fichais, répondit Robert. C'est ça qui t'a foutu en l'air. Thompson sortit par la porte arrière. Personne ne le revit ce jour-là. Carmen resta dans le couloir, figée. Elle regardait le département se transformer doucement autour d'elle. Certains visages affichaient un soulagement discret. D'autres, une amertume contenue. Mais le changement était en marche. Silencieux. Inexorable. Ce soir-là, Eduardo revint, pour finaliser une dernière étape du processus. Une réunion était prévue avec le maire, le shérif, et 2 représentants du DEOG. Objectif, commencer à rédiger de nouveaux protocoles départementaux. Examens obligatoires. Audit des caméras corporelles. Système de signalement communautaire. Pas d'applaudissements. Pas de bannière. Mais le véritable travail, lui, avait bel et bien commencé. Dehors, alors que le soleil déclinait derrière les toits silencieux, Eduardo passa un dernier appel. Sa voix était lasse, mais ferme. « Envoyez-moi le prochain endroit, dit-il. Une pause à l'autre bout du fil. « Déjà » Eduardo répondit simplement. « Déjà. »